Merci beaucoup. Je vais être court parce que mon temps est limité. Donc je vais réduire un petit peu l'intervention, mais je suis très honoré de faire cette conclusion. Et je m'étais posé une question avant de venir, puisqu'on parle de l'humain au cœur du soin. C'était qu'est-ce que c'est finalement l'humain? Qu'est-ce qu'on va mettre derrière le concept? Alors je vous fais évidemment grâce de toutes les citations et définitions que j'ai pu trouver, mais je suis revenu à un concept sociologique qui me semblait fondamental. C'est qu'est-ce qui s'est passé quand on s'est rencontré avec Claire et Frédéric Pierru à l'époque, qui était chercheur en sciences sociales. On ne s'est pas rencontré finalement sur des compétences et sur des profils, mais sur une éthique professionnelle. Et je pense que c'est extrêmement important, peut-être d'ailleurs si on s'était rencontré à un autre moment de ma carrière un peu plus avancé, où j'avais plus construit mon éthique professionnelle, ça aurait peut-être pas fonctionné de la même manière. Mais clairement, on n'était pas un directeur d'hôpital qui vient discuter avec un médecin, qui vient discuter avec un chercheur, parce que on serait venu avec des objectifs différents, mais on était dès le premier échange quand on s'est rencontrés sur quelle est l'éthique qu'on partage collectivement, concept sociologique d'éthos qu'on utilise parfois en milieu professionnel, comment on amène chacun son bagage et on partage un objectif commun qui était, à l'époque, de démontrer la valeur ajoutée des passes, qu'on a élargi après à pas mal d'autres réflexions. Et une fois qu'on prend ce concept d'éthos professionnel, je trouve qu'il est extrêmement puissant pour se rendre compte de pas mal de choses à l'hôpital public. Et notamment, alors je ne vais pas vous faire de diapo, mais d'aller dérouler un petit peu le concept sur qu'est-ce qui va mettre en évidence. Et la première chose qui met en évidence, c'est tout ce qu'il y a d'invisible dans notre activité professionnelle. C'est tout ce que Joro appelait l'épaisseur de l'activité, les galeries souterraines d'une pratique professionnelle, tout ce qui est enfoui en nous, qu'on ne dit pas, et alors qu'on arrive avec un métier qu'on affiche, je suis directeur, je suis médecin, alors même qu'en fait on arrive avec un bagage qui est extrêmement large en milieu professionnel, qui va couvrir un ensemble de valeurs qui ne se limitent pas évidemment au métier qu'on va avoir. En gros, on va venir avec un système de croyances, de valeurs, de normes et de modèles qui vont constituer un cadre de référence de notre comportement individuel et de l'action sociale au sein de la collectivité qu'on a définie. Et ce système est un produit socio-historique de l'ensemble de la carrière de l'individu. C'est pas moi qui le dis, c'est la ville d'Épinay dans un ouvrage de 98. Et donc l'idée, c'est de se dire que l'éthos du travail, l'éthos professionnel est le cœur, je pense, de la réflexion qu'on peut avoir ensemble pour se dire comment je replace l'humain au cœur du son. C'est pas forcément se déplacer de ce qu'on est et de son identité, c'est pas se déplacer de ses compétences, mais c'est bien aller sur un terrain partagé de valeurs éthiques et morales qu'on va partager avec l'ensemble des professionnels. Et surtout, ça rentre en résonance avec le concept d'identité professionnelle. En gros, si je peux résumer les choses, quand vous allez en formation, vous allez passer une journée entière sur vos compétences. Et personne va venir interroger qu'est-ce que, au fond de vous, quelles sont les valeurs qui vont guider l'ensemble de ces compétences. Quand vous faites un bilan avec votre supérieur hiérarchique, vous allez de la même manière lister vos compétences, lister vos domaines clés, mais à aucun moment vous allez aller dans cette profondeur un petit peu plus large, qui va être d'aller vraiment regarder la dimension éthique de l'activité humaine et donc rentrer dans le détail. Donc je vais pas aller un petit peu, j'avais quelques développements là-dessus, mais en gros, la deuxième question qu'on peut se poser, et c'est là-dessus que je voulais conclure, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour réfléchir à tout ça? Parce qu'au ministère, moi je m'occupe d'un bureau qui finance beaucoup de recherches, 5 programmes exactement, de la recherche clinique, de la recherche sur la performance du système de santé, de la recherche paramédicale, de la recherche médico-économique, donc des programmes extrêmement larges, et je crois que quelqu'un le citait tout à l'heure, majoritairement de la recherche type interventionnelle, recherche interventionnelle sur la personne humaine, majoritairement aussi sur des recherches hypothético-déductives, donc avec les protocoles qu'on imagine, de recherche beaucoup clinique. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour élargir un petit peu le spectre, aller sur d'autres types de méthodologies et aller explorer des dimensions plus sociologiques et plus fondamentales, moins dans la recherche clinique. Et on a un ensemble d'outils qu'on a essayé de mettre en place. Il y en a 2 que je vais citer là. Le premier, c'est qu'on a lancé l'année dernière un programme sur la recherche en soins primaires parce qu'on était convaincu qu'on ne pouvait plus rester dans des programmes génériques et demander à celui qui est dans le premier recours, et je ne parle pas uniquement du professionnel de ville, la PASS est un lieu de premier recours, un lieu où en primo-intention le patient va pouvoir se rendre. Donc comment on va pouvoir développer l'ensemble de ces recherches? Et là, on a développé un programme ad hoc qu'on va reproduire tous les ans et qui est doté de 10 millions d'euros dans l'objectif de se dire qu'on avait un corner qui n'était pas couvert. Mais surtout, la deuxième chose qui est beaucoup plus importante, je pense, c'est comment on va faire pour favoriser un nombre plus élevé d'essais et surtout de rendre accessible et opérationnel dans toutes leurs dimensions scientifiques, éthiques et réglementaires de nouvelles méthodologies d'essais cliniques. Aujourd'hui, on a des méthodologies extrêmement robustes qui ont permis de faire des démonstrations tout aussi robustes et publiées dans des revues à très grande presse internationale, dans top 6 des revues, mais on a du mal, en France en particulier, à développer ces nouvelles recherches. Et donc, dans cette perspective et en lien avec un ensemble d'experts, on a
saisi la Haute Autorité de Santé pour lui demander de conduire ces dernières semaines un travail technique approfondi qui envisagerait les différentes dimensions à prendre en compte et dont les évolutions qui permettraient la mise en œuvre à large échelle d'une recherche qui reposerait sur des méthodologies originales ou nouvelles. Et on a ciblé 3 types de méthodologies particulièrement, que je pourrais développer dans une autre conférence, ce sera parfait comme thème pour la prochaine fois. Les essais en vie réelle, qui sont vraiment le cœur de ce que vous faites, je pense, au sein des PAS, c'est-à-dire d'être capable de mieux suivre dans la vie réelle ce qui va se passer. Et là, les méthodologies hypothético-déductives sont largement inadaptées à répondre à ce type d'essais. Les essais adaptatifs et les essais in silico, qui sont 2 autres catégories d'essais qu'on pourrait développer ici. L'idée étant de créer une plateforme nationale des nouvelles méthodologies d'essais cliniques et que ces recherches qui sont à cheval entre plusieurs sciences et qui vont beaucoup toucher d'ailleurs aux sciences humaines et sociales puissent avoir un lieu où ils peuvent s'orienter et trouver un financement, un accompagnement, voire une méthodologie adaptée avec un accompagnement par des biostatisticiens et des méthodologistes. On attend les conclusions de ces travaux d'ici la rentrée prochaine, et donc j'espère pouvoir revenir vers vous et que le collectif L'Humain au cœur du soin pourra largement bénéficier de ce nouveau dispositif, puisque c'est au cœur, je pense, des réflexions que vous avez conduites tout l'après-midi. Je vous remercie.